Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous parler de la place en fait, du Muséum national d'histoire naturelle au sein du réseau des muséums d'histoire naturelle. Alors je commencerai mon exposé par quelque chose qui est un petit peu hors sujet, mais qui quand même va replacer cette place à l'intérieur de cet ensemble d'établissements. C'est un peu un point historique de savoir un peu comment ça s'est construit depuis la création en fait, du Muséum national d'histoire naturelle et la création des muséums en France. Puis après, je détaillerai comment s'organise ce réseau et enfin, je présenterai le rôle du Muséum national d'histoire naturelle à l'intérieur de ce réseau. Donc, la première chose, c'est... Bon, alors, c'est pas très scientifique, mais c'est quand même une façon de représenter un peu la place des muséums dans l'histoire de la science. Et c'est une courbe que je vais vous construire progressivement, qui est centrée sur les collections, puisque les collections, c'est ça qui fait un musée. Et à la fois, c'est l'intérêt de ces collections d'un point de vue scientifique, pour la recherche, et d'un point de vue culturel pour la diffusion. Alors ça commence en fait par des collections vivantes avec le jardin botanique de Montpellier pour l'enseignement et puis évidemment la création du jardin du roi. Au niveau des collections, des objets sur les cabinets de curiosité qui ne sont pas tellement attachés à une science particulière, et ça va être surtout l'apparition de la science, de l'histoire naturelle illustrée par les cabinets d'histoire naturelle et la création du cabinet du roi, donc au milieu du XVIIIe siècle. Ensuite, la transformation du Jardin du Roi en Muséum national d'histoire naturelle à la Révolution. Et tout au cours du XIXe siècle, vous allez avoir la création des muséums en région, sur tout le territoire français. Création à partir de collections qui peuvent venir soit de cabinets de curiosité ou cabinets d'histoire naturelle privés, de personnalités scientifiques locales, d'universités, de sociétés savantes. Et on va avoir aussi des échanges de collections, et en particulier un enrichissement d'un certain nombre de collections de muséums en région par les collections du Muséum national d'histoire naturelle qui vont être déposées dans les muséums en région. Et on atteint en fait le maximum de l'intérêt que peuvent représenter les collections, à la fois parce que ce sont elles qui vont illustrer la description de la nature au sein des sciences naturelles, et elles sont présentées au public dans leur ensemble. C'est le concept de galerie réserve qui culmine avec la minéralogie et puis surtout la galerie de zoologie à la fin du 19e. Et puis, à partir de 1900, on va voir décroître l'intérêt des collections d'histoire naturelle, à la fois parce que la science évolue et qu'elle ne se base plus uniquement sur les collections, et puis aussi parce que, en fait, on va faire un tri dans les collections pour les présentations, par exemple avec la galerie d'anatomie comparée de paléontologie, ou l'exposition avec un discours qui va être illustré par des objets choisis. On arrive au milieu du 19e siècle avec le creux de la vague pour les muséums et pour leurs collections, où à la fois la science évolue complètement et vraiment se détache en grande partie des collections. Bon, ça dépend évidemment des disciplines, et puis aussi au niveau de la culture, de la diffusion de la culture scientifique, l'arrivée d'autres moyens que simplement la présentation des objets, avec la médiation humaine, le palais de la découverte, et puis tous les dispositifs muséographiques qui vont remplacer les objets avec la création du palais de la découverte et puis des centres de culture scientifique. C'est vraiment l'âge noir, je dirais, des muséums, du Muséum national d'histoire naturelle, mais surtout aussi des muséums en région qui sont complètement abandonnés, poussiéreux, enfin bon voilà, c'est vraiment une étape très, très difficile. Et puis, à la fin du XXe siècle, on voit de nouveau l'intérêt pour les collections revenir, à la fois parce que ce sont les archives en fait de la nature, les archives de la biodiversité et les archives de la géodiversité, et aussi parce qu'elles sont remises à l'honneur dans la diffusion de la culture, avec évidemment la rénovation de la Grande Galerie d'Évolution, où on scénographie ces collections et on les met en valeur, et aussi d'un point de vue patrimonial, avec au début du XXIe siècle, l'élaboration de la loi Musée de France et du Code du patrimoine, qui vont replacer ces collections dans le patrimoine national et mondial. Et dans la foulée de la rénovation de la Grande Galerie d'Évolution, vous allez avoir toute une série de rénovations dans les muséums en région. Bon, je vais donner quelques exemples. La Rochelle,
le muséum de Toulouse évidemment, le musée des Confluences et bientôt le muséum de Bordeaux, hein, qui va bientôt réouvrir ses portes. Et pour les musées qui n'ont pas fait de grandes rénovations, mais qui ont quand même rénové leur présentation, vous avez aussi l'élaboration de projets scientifiques et culturels qui vont replacer en fait la science et la culture au sein du projet des établissements. Je vais prendre deux exemples, mais c'est vraiment deux exemples comme ça. Alors un à Dijon quand même, où l'orientation vraiment du jardin des sciences, c'est-à-dire du muséum d'histoire naturelle de Dijon qui est dans un jardin botanique, c'est de se placer sur la thématique de l'écologie urbaine, de l'éthique de la biosphère. Ils viennent de signer la charte de l'éthique de la biosphère avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et un autre exemple, c'est avec Rouen, qui s'est posé la problématique de ses collections, en particulier de ses collections d'ethnologie, avec toute une éthique aussi autour de ses collections, la restitution de la tête maori, mais aussi la participation des peuples autochtones dans les rénovations des présentations permanentes, et tout un travail aussi sur la conservation des collections. Alors, dans ce paysage, comment s'organisent les muséums? Bon, les muséums, c'est une petite communauté, donc ils se connaissent bien. Ça a commencé dans les années 2009, je crois, avec l'élaboration d'un muséum liste. Un certain nombre d'entre vous en fait partie. C'est une liste tout à fait ouverte qui réunit tous les professionnels qui travaillent dans des muséums et qui échangent sur les collections, sur des problématiques scientifiques, sur des expositions, etc. Je vous engage à demander à y adhérer, c'est très intéressant. Et puis, en 2011, la création de la conférence permanente des muséums de France, qui va regrouper en fait les muséums du territoire. Alors actuellement, sur une soixantaine de musées ou de collections d'histoire naturelle, il y a 44 institutions qui font partie de la conférence permanente des muséums de France, dont le Muséum national d'histoire naturelle, histoire de vous représenter un petit peu ce que ça donne. Alors c'est hors Muséum national d'histoire naturelle, ça représente à peu près 2 millions de visiteurs, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du Muséum national d'histoire naturelle, 18 millions de spécimens, avec une spécificité quand même dans les muséums en région de collections riches sur les collections du patrimoine français, européen et régional, ce qui n'est pas toujours le cas des collections du Muséum national d'histoire naturelle, qui travaillent ensemble. Alors le premier but de cette conférence, ça a été un travail de lobbying auprès de 3 ministères, qui sont des ministères de tutelle plus ou moins. En fait, nous sommes tous, Muséum national et Muséum en région, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, mais les muséums en région ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Environnement, comme le Muséum national, mais évidemment les relations sont quand même importantes pour des questions par exemple d'autorisation, de présentation des collections et des objets. Et le ministère de la Culture et de la Communication, qui n'assure pas de tutelle pour le Muséum national d'histoire naturelle, mais qui maintenant, avec la loi musée, assure une tutelle, en particulier sur les collections. Alors, les collections, justement, quelles sont les relations entre le Muséum national d'histoire naturelle et les muséums en région? Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, Michel Pirault en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est évidemment toutes les bases de données qu'abondent les muséums en région, le GBIF, Recolnat, d'autres bases de données aussi comme Transtifipal, et puis tout le travail qui a été fait avec le service des musées de France, sur les notions d'abord les commissions d'acquisition, puisque maintenant il y a des commissions d'acquisition pour les muséums en région, qui sont les mêmes que les musées de Beaux-Arts ou de sciences et de société, les questions d'inventaire, les questions de récollement décennal, où les muséums ont été en pointe, malgré leur grande quantité de collections par rapport à d'autres types de musées, la notion de matériel d'étude, où il y a eu un rôle important sur la définition de cette notion. Et puis un projet qui est en train d'émerger, mais un petit peu difficilement, sur les banques de données, sur les étiquettes, qui serait extrêmement intéressant, c'est-à-dire de mettre en commun un petit peu toutes les données qu'il y a sur les étiquettes, mais pas simplement ce qu'il y a écrit, mais aussi la façon dont c'est écrit, le type d'étiquette qui peut donner des renseignements sur l'histoire des collections. Ensuite, au niveau de la recherche, l'enseignement et l'expertise, quand même, il faut signaler l'existence du master de muséologie, et qui était anciennement le DEA de muséologie, qui a formé un bon nombre d'actuels conservateurs et responsables de muséums en région, qui sont passés entre ses mains.
L'importance aussi de l'OSIM et des relations qui existent entre le Muséum national d'histoire naturelle et l'OSIM dans le cadre de formation, de publication, etc. L'OSIM, c'est l'Office de coopération intermuséographique. Et puis, la participation de certains d'entre nous à des formations à l'INP qui forment les conservateurs, les restaurateurs, à l'école du Louvre, au CNFPT, dans l'organisation des concours d'attachés de conservation, d'assistants de conservation. Et puis la participation d'un certain nombre de scientifiques de la maison dans les commissariats scientifiques d'exposition temporaire ou de présentation permanente dans un certain nombre de muséums en région. Ici, je présente la salle de l'arbre, de la phylogénie des vertébrés qui a été faite à Nantes avec l'aide de Guillaume Lequadre. Et puis, évidemment, un certain nombre de chercheurs du muséum sont sollicités par les muséums en région pour des conférences. Là, bon, je vais donner l'exemple de Brigitte Senu qui était venue à Clermont-Ferrand. Je parle évidemment de Clermont-Ferrand, puisque j'en étais le directeur pendant un moment, pour faire une conférence. Mais ça arrive régulièrement et un certain nombre d'entre vous sont régulièrement sollicités. Au niveau de la diffusion, le Muséum national d'histoire naturelle, on ne voit pas très bien, présente un certain nombre d'expositions qui vont être diffusées dans les régions, mais je laisserai Kinga et Teresa en parler, puisque c'est leur sujet. Il y a un projet au sein de la CPMF, par exemple, d'édition jeune public, qui mettrait en valeur les collections des différents muséums en région et aussi du Muséum national d'histoire naturelle, enfin de ces différentes galeries. Et puis un projet sur lequel le président Bruno David m'a demandé de travailler, c'est la conception d'expos dossiers sur des questions de sciences et société, des questions d'actualité de sciences et de société qui pourraient être coproduites avec les muséums en région et qui pourraient, alors non pas circuler, ce ne sont pas des expositions itinérantes, mais ce sont des expositions qui pourraient être présentées simultanément dans les différents établissements et au Muséum national d'histoire naturelle. Là, on est en train de travailler sur le premier sujet, qui est le retour des prédateurs. Et qui, donc, cette exposition pourra être présentée à Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Lyon, etc., avec les collections de chaque musée, mais avec un contenu, en fait, dématérialisé qui pourra être présenté de manière simultanée sur l'ensemble du territoire. Il faut inclure aussi, quand même, il faut élargir le sujet, c'est pas uniquement les muséums en région, c'est aussi les autres musées de France, puisque les galeries en fait et le musée de l'homme du muséum ont l'appellation musée de France et il y a évidemment de nombreuses relations qui existent entre le Muséum national et les autres musées. Par exemple évidemment le musée de l'homme avec le musée du Quai Branly, le Mucem, mais évidemment d'autres types de musées. Et puis au sein de l'AMSTI, qui est l'association des musées et des centres de culture scientifique, donc là c'est tout le réseau de la culture scientifique, avec Univers Science, le Palais de la Découverte et tous les centres de culture scientifique qui sont en région, et les muséums aussi, évidemment, qui en font partie. Et puis, pour s'élargir un peu plus, je vais aller jusqu'à l'international, avec d'un côté l'intégration du muséum dans le réseau Excite, qui est aussi le réseau de la culture scientifique, mais au niveau européen, et puis l'appartenance du muséum à l'ICOM, donc, qui est le Conseil international des musées. Le muséum est membre du conseil d'administration d'ICOM France, et il y a une section spécifique à l'histoire naturelle au sein d'ICOM, mais Michel pourrait mieux nous en parler. Voilà, je ne sais pas si j'étais trop rapide, trop lent. J'ai pas fait.